Alors, je suis Alexander Reford, je suis le directeur des Jardins de Métis depuis 1995. J'ai le plaisir de travailler dans ce domaine floral ainsi qu'aménagé. Et c'est un domaine alors qui a un héritage et patrimoine très intéressant. C'est un jardin qui se situe aux alentours, aux portes de la Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, à 5 km de Sainte-Flavie et 35 km de Rimouski, avec le fleuve Saint-Laurent qui nous côtoie, avec la rivière Métis qui est en arrière de sa grande maison. Et cette grande maison qui porte le nom aujourd'hui, la Villa Reford, était baptisée aux origines Estevan Lodge par le monsieur qui l'avait construit comme simple camp de pêche, George Stephen. George Stephen, un homme d'affaires très puissant qui était à la tête du Canadien Pacifique lors de sa construction, qui était parmi les projets les plus importants, le chemin de fer qui reliait Montréal et l'Ouest canadien de Vancouver. Et M. Stephen, comme d'autres, venait ici, dans cette région, pour faire la pêche au saumon. Alors, il a construit cette grande maison en 1887. Et la maison, alors, c'était son plaisir personnel. Et en 1918, George Stephen léguait à sa nièce ce domaine ici, qui est maintenant un jardin très connu, mais qui était à l'époque un simple paysage très très peu fleuri avec la forêt boréale avec des épinettes qui étaient plantées, mais c'était pas un jardin du tout, c'était plutôt un champ sauvage avec des fleurs sauvages, avec des foins qui étaient coupés à chaque année. Alors c'était aux alentours de 1926 que le jardin était commencé. Et pendant une trentaine d'années, Elsie Reford, alors, elle avait créé un jardin qui a connu maintenant sous le nom des Jardins de Métis. Et Elsie Reford, c'était mon arrière-grand-mère. Alors ici, nous sommes sur l'Allée Royale, un grand nom qui décrit un peu l'aménagement paysager sur lequel nous sommes installés. À l'époque, mon arrière-grand-mère l'a baptisé plutôt The Long Walk, pour une raison fort simple. C'est la grande allée, c'est une allée de 300 pieds de longueur, avec une fenêtre sur le fleuve en arrière de nous. Et alors, ce sont deux murets de pierre sec en arrière d'un aménagement paysager, à l'intérieur de laquelle elle avait construit alors deux plates-bandes de 12 pieds chacun, avec cette allée de 7 pieds à l'intérieur. Une allée, en passant, faite avec du ciment qui est supposé de rassembler un peu de la pierre. Du ciment fait avec, on voit des petits coquilles qui étaient ramassés au bord du plage en bas. Alors, ce mélange qui était fait ici aux années 20. Et c'est une des premières réalisations sur le site. Alors, en faisant la conception d'un jardin, elle avait conçu dans sa tête déjà à la grande échelle. Alors, il y avait des plates-bandes au bord du ruisseau et il y avait cette grande allée qui reliait finalement la maison avec le ruisseau, qui était finalement le principe des designs importants. Alors, c'est un aménagement tout à fait dans la tradition des grands jardins d'Angleterre, d'où venaient finalement certaines inspirations, parce que mon arrière-grand-mère voyageait beaucoup en Angleterre dans son enfance, ainsi que comme jeune femme, et était inspirée évidemment des grands jardins qu'elle voyait, le jardin Sissinghurst et d'autres jardins des riches aristocrates d'Angleterre. Ce qui est intéressant ici, par contre, c'est d'abord les jardiniers n'étaient pas des gens qui étaient formés, c'était surtout des gens de la région qui travaillaient auparavant comme guide de pêche sur la rivière. Alors, une fois qu'elle a eu la passion pour le jardinage, elle prenait une guide de pêche puis dit « Monsieur, vous serez mon jardinier dès aujourd'hui. » Alors, les personnes se sont développées des connaissances en conséquence. Alors, pour plusieurs années, lors de la construction de cette allée et d'autres parterres, il y avait une grande équipe qui travaillait sur le site. Alors, il y avait des maçons alors, qui ont construit le muret et des personnes qui ont travaillé pour l'aménagement de chacun des parterres. Alors, des gens qui ont eu l'expérience sur le site et qui ont été gardés comme jardiniers alors, pour une trentaine d'années à la suite. Alors, M. Coffin, qui était jardinier en chef, et d'autres jardiniers qui ont travaillé sur le site pendant presque toute leur vie. Alors ici, nous sommes dans l'endroit où on dit que les jardins ont commencé. C'est l'endroit où Mme Reford a vraiment commencé à aménager un site. On voit le ruisseau qui sillonne et qui traverse la propriété d'une bout à l'autre. Alors c'est ici que les jardins ont été vraiment créés dans un sens que
Les parterres ici ont été créés dans une forêt qu'on voit derrière nous, les arbres qui étaient coupés tranquillement pas vite pour se dégager en quelque sorte des endroits où elles pouvaient planter des plantes. Ce qui est étonnant pour nous de savoir, et on ne pense pas parce qu'on visite d'une façon autonome sans pas savoir tout le travail qui était fait, mais c'est un travail énorme qui a été fait ici parce que, de un, le terrain s'adapte très peu au jardinage ici. C'était une forêt pleine de souches et tout ça. Alors d'abord, le premier travail, c'est de couper les arbres, dessoucher. Et ensuite, de créer des plates-bandes ici, c'est un travail de bras. Tout fait à pelle, avec des hommes assez forts, évidemment, qui suivaient les directives assez pointues de mon grand-mère, qui l'a indiqué où planter, où creuser, quoi planter et où. Et la seule chose qui disait Mme Rifford qu'elle la décevait finalement de la sélection de ce site pour un jardin, c'est que la terre n'était pas bonne. Alors pour s'en créer la terre, elle faisait la troc avec des paysans ou des gens du coin, des personnes qui avaient des fermes adjacentes. Et elle troquait finalement un voyage de feuilles mortes pour un saumon pris dans la rivière Métis la journée même. Alors une troc que je trouve intéressante et je dis toujours que les fermiers pensaient que la madame au domaine était folle parce que c'était un travail qu'on n'a jamais vu dans le coin. Il n'y avait pas de jardin, il faut dire, dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il n'y avait pas de principe, pas de délitage non plus, pas de tradition pour ça. Alors, toutes les plantes qu'on voit ont été importées d'un pays ou l'autre. Alors, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Ontario, les États-Unis, qui étaient importées exprès pour les jardins. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que le fait que les paquebots passaient devant le site ici, ils s'arrêtaient pour prendre le pilote à Pointe-au-Père. Alors, les plantes pour ce domaine descendaient également à Pointe-au-Père, destinées à être plantées dans les jardins de Métis. Alors, c'est comme ça que Mme Rifford voyait finalement le site. Alors, c'est des petits ponceaux, des petits ponts qui traversent à 5 ou 6 reprises les jardins, des petits ponts faits en bois au début des jardins pour amener les visiteurs ainsi que les employés à traverser le ruisseau pour qu'ils puissent accéder aux plates-bandes. Alors, l'eau, ça donne vie au jardin dans le sens, évidemment, que les plantes ont toutes besoin. Et aussi, dans ce jardin, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont besoin de l'humidité un peu plus élevée, qui prennent évidemment du ruisseau qui est en proximité. Alors, quoi faire après avoir construit un jardin? Bon, on travaille à la suite d'amener des collections de plantes. Alors, ici, nous sommes dans le jardin des rhododendrons, une plante qui était très peu connue au Québec au moment que ça a été planté ici, aux années 30. Et c'est une plante parmi d'autres qui était importée de l'Asie et qui donne une floraison surtout au mois de juin. Également, elle avait travaillé avec des pavots bleus qui viennent des Himalayas, des autres terrasses alpines à Tibet, qui étaient nulle part connues au Québec, nulle part plantées non plus. Alors, ce sont des expériences qu'elle avait essayées. À chaque année, elle faisait une expérience. Bon, elle avait planté ici ou là pour savoir est-ce que ça pourrait résister finalement au climat bas-laurentien. Ce qui a étonné d'abord, c'est que ces plantes qui ont été connues comme des plantes fragiles ont bien résisté au climat ici parce que nous sommes dans un endroit, surtout ici dans cet bassin, où la neige s'accumule beaucoup. Ici, à Grand-Métis, nous avons environ 6 mètres de neige qui tombent par hiver, ce qui est pour ces plantes fragiles une protection fantastique. Il faut dire que toutes ces collections ont été développées pas dans l'optique d'amener des visiteurs parce que c'était un jardin privé tout d'abord. Alors, c'était plutôt une passion qui l'amenait, Mme Rifford, à collectionner des plantes pour avoir un jardin de plaisir, pour avoir plus de couleurs, plus de choix, plus de variétés, et aussi dans l'optique de développer une collection de toutes sortes. Où je suis, c'est un endroit où Elsie Rifford était souvent assise. C'était la banc préférée, l'endroit préféré où elle admirait finalement tout le travail qui était fait pendant sa longue vie. Parce que c'est madame qui a vécu ici dès son enfance et est décédée à l'âge de 95 ans. Et c'est ici qu'elle voyait tout le travail qui était fait. C'était aussi le jardin qui était développé à la fin de sa vie. Elle quittait le jardin finalement après l'été 1959. Et c'est ce jardin, ce secteur qui était développé vers la fin. Parce qu'un jardin, ça ne se crée pas dans une journée. Et ce secteur a été développé dans la dernière, mettons, période de construction. Un jardin qui portait le nom
de chacun de ses petits-enfants. Alors, elle était inspirée finalement pour les petits-enfants pour nommer un jardin à mon oncle Robert, mon père Michel, ma tante et d'autres personnes dans la famille qui alors méritaient en quelque sorte un jardin. Et l'histoire qui a été racontée, c'est que elle avait demandé à mon oncle Robert, bon, si je crée un jardin à votre nom, je crée quel type de jardin? Et lui avait dit, bon, grand-maman, je veux que des fleurs mignonnes, des petites fleurs, des petites choses miniatures. Alors c'est pourquoi devant moi, on voit un jardin, des plantes alpines, des petits plants de 4 ou 5 pouces au maximum, qui portaient alors le nom du jardin de Robert. Le dernier alors aménagement qui était fait ici aux années 50. Les pins-mogots qui sont à côté et derrière moi, ce sont des arbustes qui étaient plantés en 1962, la même année que les jardins de Métis ont été ouverts au public. Car le site a été vendu au gouvernement de Québec par mon grand-père en 61, ouvert en 62. Et entre 62 et aujourd'hui, ils sont devenus à la fois un jardin très visité et aussi un site touristique d'importance majeure dans la Gaspésie. Alors, de départ, un jardin privé aménagé par une femme de Montréal qui aimait beaucoup cette région. Ils sont devenus à la suite un jardin très, très connu. Et avec ça, avec notre travail, celle de mes collègues et celle de nos employés, on continue finalement l'héritage fleuri de Mme Rifford pour s'assurer sa survie, son développement et de partager en quelque sorte cet patrimoine riche avec le milieu.